Je vais commencer par une citation qui donnera une note pour ouvrir cette communication. Donc, c'est une citation de Derrida. Un texte dont la grammaticalité est un code logique obéit à une machine. Aucun texte n'est concevable sans grammaire et aucune grammaire, donc aucune machine, ne serait concevable sans la suspension de la signification référentielle. Donc, dans la présente communication, j'aimerais vous parler de deux œuvres à la démarche a priori antithétique, l'une revendiquant l'hypersubjectivité de l'auteur-traducteur, qui s'inspire notamment de la dérive psychogéographique chère à Guy Debord. Voilà, donc c'est le Locus Solus de Marc America, et l'autre, Dictée de Teresa Cha, qui retrace un parcours autobiographique à partir de plusieurs récits de vie, dont la sienne, tout en esquissant les contours d'un blanc ou d'un entre-deux narratif figuré, entre autres, par la traduction de fragments de textes mis en regard, ou peut-être justement ce qui l'excède toujours déjà, et partant la langue dans son ensemble. En effet, Cha n'a de cesse de travailler à l'effacement grammatical du sujet, dès lors qu'il s'agit d'évoquer sa propre vie, notamment par des effets de répétition machinique, en particulier d'énoncés décontextualisés tirés de manuels de grammaire, lesquels comprennent également des exercices de traduction, comme s'il fallait plier le sujet à la rigueur ou à la rigidité supposée du corset de la règle linguistique, ce qui n'est pas sans rapprocher sa démarche de celle d'un Raymond Roussel. Marc America ne maîtrise quant à lui nullement la langue du texte, langue déjà machinée par le fameux procédé de Roussel, dont le langage de production est un arrangement de signifiants vides que l'on peut rapprocher par analogie d'un ensemble de variables soumises à un programme. Et donc, la langue que traduit Marc America à son tour, a grand renfort de logiciels de traduction automatique trouvés sur Internet. C'est de ça dont on va parler. Donc c'est pourquoi je vais tenter de montrer ici dans quelle mesure c'est dans l'erreur de traduction, ou la soi-disant faute de grammaire, voire dans le surgissement du non-sens, ou le déplacement de la case vide, que vient se loger une nouvelle forme de lyrisme, liée à la déprise, lyrisme hyperbolique chez Marc America, miroir inversé de l'empreinte d'une subjectivité toujours en creux chez Teresa Cha, les deux auteurs interrogeant l'un comme l'autre l'inscription paradoxale du sujet dans une langue toute tissée de mots déjà parlés, qu'ils passent à leur tour à la machine à écrire. Or, loin d'entraîner une désubjectivation programmée, le recours à une interface machinique, qu'elle soit d'ordre métaphorique, comme chez Teresa Cha, ou logiciel pour Marc America, réintroduit l'aléa au cœur de la répétition d'énoncés toujours déjà parlés. Le titre de l'autobiographie de Cha, Dictée, pose dès l'abord la parole du narrateur comme la répétition d'un énoncé désinvesti par le locuteur, qui n'y place aucune intentionnalité propre et se contente de répéter ce qu'il entend, tel un logiciel de transcription automatique. Or, si l'erreur est fréquente en matière de reconnaissance vocale, elle n'a pas la même valeur symbolique lorsqu'elle est commise par un agent humain. Il y a certes analogie entre le travail de la machine et celui du transcripteur, dont la production est dans les deux cas traversée par l'aléa, déjouant l'idée de pure répétition à l'identique, mais on ne saurait attribuer une subjectivité au dispositif machinique, alors que l'erreur qui persiste ici est la trace moins d'une résistance que d'une interruption de la boucle proprement humaine. Donc l'erreur orthographique ou grammaticale marque la singularité de l'individu telle qu'elle se manifeste dans la langue. Il s'agit de quelque chose de l'ordre du style, de la signature ou de la résistance d'une voix incarnée, un shibboleth si l'on suit Derrida. Car il s'agit bien de la confrontation d'une subjectivité humaine avec une langue étrangère, dont elle fait l'apprentissage via un processus d'ordre technique, voire machinique, qui repose sur la répétition hors sens d'énoncés décontextualisés. Voilà l'ouverture donc, du texte dicté. On voit la répétition mécanique, voire machinique, d'un énoncé sans intentionnalité. Alors qu'il s'agisse d'exercices de transcription ou de traduction, c'est toujours la répétition comprise comme reproduction à l'identique qui rythme le processus d'élaboration paradoxale d'une subjectivité dans une langue, hors de toute visée sémantique. La traduction semble en effet comprise ici comme un système d'équivalence entre deux langues données, idéalement du moins, c'est-à-dire comme l'effacement des différences. Or, c'est précisément l'aléa ou l'accident qui permet de réintroduire la différence comme marque de singularité, où il faut désormais
qu'il faut désormais comprendre dans le sillage de Deleuze et de Derrida, dont les pensées sont proches sur ce point, la répétition non pas comme retour à l'identique, mais ouverture sur l'avenir d'une série itérative toujours déjà marquée par la différence, que l'on orthographiera avec un E ou un A selon la chapelle philosophique à laquelle on souhaitera se rattacher. Chibolette encore que ce changement de voyelle dont la trace ne peut être que visuelle et qui marque en un sens une forme d'interruption de la norme orthographique qu'il convient de répéter. Le chibolette, c'est aussi l'échec du signifié transcendantal que présuppose une certaine vision de la traduction comme transmission d'un sens pur d'une langue à l'autre, ce que récusent les différents accros qui émaillent le texte de Cha, qui est truffé de fautes d'orthographe, d'erreurs grammaticales. Du coup, c'est une marque de style et de la singularité de cet individu. Donc la question qui se répète en filigrane chez Cha est celle de l'impossible identité de soi à soi. Or, le geste autoréflexif propre à l'autobiographie se complique de plusieurs façons. Tout d'abord, comme l'indique le titre de l'ouvrage, peut-être s'agit-il après tout d'une dictée tout au long, comme l'ont souligné d'autres avant moi, ce qui impliquerait que le mode d'adresse de Cha serait de l'ordre d'un pur geste de communication. Elle établirait dès lors un canal de transmission hors sens, ou tout du moins désinvesti de toute intentionnalité, livré à la répétition du lecteur, puisqu'après tout, il s'agit de l'illustration d'un système de règles linguistiques qu'il convient d'acquérir. Il s'agirait de délimiter, puis d'occuper ainsi l'espace d'une langue commune. Or, la répétition permet justement la formation du sujet dans la durée, et de fait l'établissement d'une relation de soi à soi et à l'autre en tant qu'il est absolument autre, comme le révèle le dédoublement de la langue dans la traduction. Cependant, seconde complication, ni l'anglais ni le français ne sont les langues premières de Cha, né en Corée du Sud, mais qui n'a pas accès non plus à la langue maternelle. Le sujet se trouve toujours entre deux langues, ce qui entraîne la multiplication des sites d'énonciation et dénonce l'idée d'un retour à l'origine d'une langue toujours déjà perdue dans le déplacement opéré non seulement par les différents parcours migratoires qui marquent l'histoire de Cha et de sa propre mère, coréenne exilée en Mandchourie, mais avant tout par la nécessaire adresse à l'autre en tant qu'il est radicalement autre. Comme nous le rappelle Wittgenstein, il n'y a pas de langage privé, et dès lors que je commence à parler, je présuppose la présence de l'autre. En ce sens, l'ouvrage de Cha pose le problème de la communication comprise comme non-relation. C'est précisément l'échec de la communication comme transparence qui fonde l'être en commun et exige la médiation technique, à savoir la traduction en tant que différence. Ou pour le dire autrement avec Deleuze et Guattari, les paroles elles-mêmes et les langues, indépendamment de l'écriture, ne définissent pas des groupes fermés qui se comprennent entre eux, mais déterminent d'abord des rapports entre groupes qui ne se comprennent pas. S'il y a langage, c'est d'abord entre ceux qui ne parlent pas la même langue. Le langage est fait pour cela, pour la traduction et non pour la communication. Comme l'analyse Noaki Sakai, les citations exemplaires tirées d'un exercice de traduction ou de dictée dans dictée révèlent le travail de la traduction en tant que technologie subjective qui transforme le locuteur et prépare la constitution du sujet parlant. Donc on aurait pu dire technique de subjectivation. Bon, enfin, j'ai traduit le texte de Sakai au plus près, mais on aurait pu l'envisager comme ça. On se rapproche ici de l'idée de machine ouverte développée par Simondon, par opposition à l'automate de la cybernétique. Donc je cite Simondon, « L'automate serait une machine si parfaite que la marge d'indétermination de son fonctionnement serait nulle, mais qui pourtant pourrait recevoir, interpréter ou émettre de l'information. » Donc l'aléa, ou marge d'indétermination si l'on suit Simondon, revêt de fait une importance cruciale dans la définition de la machine. Il ouvre la répétition sur le devenir, par opposition à la figure de l'automate dont le programme reste figé dans le temps. Et on se souviendra incidemment du chapitre de Locus Solus de Raymond Roussel, où on assiste à plusieurs scènes de résurrection qui répètent la même séquence à l'infini. Donc c'est une citation de Roussel. Par suite d'un curieux éveil de mémoire, le défunt reproduisait aussitôt, avec une stricte exactitude, les moindres mouvements accomplis par lui durant telle minute marquante de son existence. Puis, sans temps de repos, il répétait indéfiniment la même invariable série de faits et gestes, choisis une fois pour toutes. Donc, la répétition évoquée dans cet exemple est absolument mortifère.
en ce qu'elle représente une machine fermée, qui n'a rien à voir avec la puissance de vie qui anime l'être humain et vers laquelle tend asymptotiquement la machine ouverte. Toujours les théories de Simondon que je reprends à mon compte. En effet, c'est grâce au couplage avec la machine ouverte que l'être humain peut entrer en relation avec le monde. Et j'étendrai ici la notion de machine aux règles linguistiques à l'intérieur desquelles nous parlons. En d'autres termes, la rencontre hasardeuse d'une singularité, c'est-à-dire du sujet parlant, avec l'altérité de la langue étrangère qui joue ici le rôle de milieu, va permettre la construction d'un rapport au monde via des moyens techniques. L'apprenant, mais aussi le traducteur confirmé, se trouve dès lors pris entre techné et poiesis, c'est-à-dire entre la répétition comprise comme reduplication à l'identique, ce qui serait de l'ordre du calculable, et j'y reviendrai, et de l'autre côté, l'ouverture de la création sur un avenir, autrement dit, l'événement poétique dont l'erreur constitue les prémices. Si l'on suit encore la pensée de Deleuze et Guattari, fortement influencée par Simondon au demeurant, c'est le raté qui préside au fonctionnement de la machine, comprise comme un processus évolutif. Je reviens à mon énumération, troisième et dernier point pour ce qui concerne Cha. Il y a aussi une dimension documentaire dans la démarche de Cha, un désir d'attestation, certes flottante, comme en témoignent entre autres les photographies non légendées, à l'instar de celle de la militante Yu Guan-sun, laissant au lecteur le soin d'en chercher l'origine perdue dès sa répétition, ou sa reproduction. Outre les erreurs grammaticales ou orthographiques, à maintes reprises, la langue se trouve mise hors sens chez Cha, à travers une réflexion oblique sur la reproduction technique, non seulement lisible dans les photographies non légendées qui ponctuent le récit, mais aussi dans les différents échantillons d'écriture manuscrite, non attribués, mis à part le manuscrit du texte, qui est de la main de l'auteur. On trouve donc un graffiti en alphabet coréen dès les premières pages, tandis que les autres graphies se composent de caractères chinois. Si le graffiti en coréen est parfaitement lisible pour qui connaît cette langue, les caractères chinois, bon, donc ça c'était la traduction que j'ai trouvée chez un critique, les caractères chinois, en revanche, demeurent des variables flottantes qui entraînent le geste du scripteur dans le champ du visuel. Il s'agit potentiellement de signifiants vides qui fonctionnent comme des variables. En effet, comme le souligne Sakai, ces caractères appartiennent historiquement à de nombreuses langues dites nationales comme le japonais ou le coréen, ce qui diffracte un peu plus l'origine de l'énonciation et la langue dans laquelle s'exprime la voix narrative. Est-ce qu'on a affaire à une dictée ou à une traduction? Au bout du compte, la question reste ouverte. Or, l'événement, j'y reviens donc, ne saurait se répéter à l'identique et ne se mémorise que dans sa reproduction comprise comme itération, c'est-à-dire comme altération. Quelque chose se joue ici contre l'idéalité platonicienne, qui récuse la reproduction comme ennemie de la vérité, alors que Cha préfère manifestement le fantasme ou le simulacre associé à toute répétition. Si l'on suit la pensée de Derrida, la structure paradoxale de toute répétition est celle du pharmacone, au sens où elle est à la fois gage de stabilité, d'un perpétuel retour au même, tout en ouvrant dans le même temps sur la dispersion, la multiplication et la supplémentarité. Paraphrasant un passage de la dissémination qui traite de la vérité, on pourrait dire que la langue n'est ce qu'elle est, identique et identique à elle-même, unique, qu'en s'ajoutant la possibilité d'être répétée comme telle. Et son identité se creuse de cet ajout, se dérobe dans le supplément qui la présente. Citation que l'on pourrait reformuler encore en ces termes. La langue n'est ce qu'elle est qu'en s'ajoutant la possibilité d'être traduite comme telle, la traduction étant une répétition de l'ordre du supplément. Donc la tâche du traducteur, qui oscille entre techné et poiesis, soulève la question de la répétition d'un déjà dit dans son rapport étroit à la répétition comme puissance mortifère, ce qui n'est pas sans rappeler l'analyse que propose Michel Foucault du langage de Roussel, même s'il convient de nuancer le superlatif concernant la forme la plus déréglée du hasard qui régirait ses compositions. Voici la citation de Foucault. Le langage de Roussel s'ouvre d'entrée de jeu au déjà dit qu'il accueille sous la forme la plus déréglée du hasard. Non pas pour dire mieux ce qui s'y trouve, mais pour en soumettre la forme au second aléa d'une destruction explosive et de ces morceaux épars, inertes, informes, faire naître en les laissant en place la plus inouïe des significations.
Loin d'être un langage qui cherche à commencer, il est la figure seconde de mots déjà parlés. C'est le langage de toujours, déjà travaillé par la destruction et la mort. Or, la démarche de Cha revient bien à transcrire, voire à traduire des mots déjà machinés dans la langue, en s'absentant d'un discours qui veut dire quelque chose sans qu'il soit porté par l'intention propre du locuteur, simple répétiteur, dont la trace la plus prégnante se trouve en creux dans la dislocation de la syntaxe et l'effacement du sujet grammatical. Et on a des passages dans le texte en bilingue où finalement le sujet grammatical s'efface. Peu à peu, on a des phrases nominales, des fragments flottants. À nous de les retisser. Ou non, d'ailleurs. Dans le même esprit, l'autotraduction de Marc America, c'est ce qu'il appelle une autotraduction, c'est pas mon terme, se rapproche du Quichotte de Pierre Ménard, tel qu'imaginé par Borges, dans la nouvelle éponyme. Le nom de l'auteur, locus solus Raymond Roussel, se trouve effacé, ou du moins recouvert par celui du traducteur, qui revendique pleinement un statut d'auteur, d'autant plus problématique qu'il est en grande partie le produit d'une machination. De même que Cha n'a pas accès à la langue maternelle et diffracte sa propre voix à partir de l'histoire d'autres femmes, dont celle de sa mère, Marc America, quant à lui, ne maîtrise pas la langue de Roussel et ne saurait donc le lire. C'est pourquoi il se fie à différents outils de traduction automatique trouvés en ligne, dont il ne fournit pas la liste et indique dans une note les différents filtres expérientiels fournis par d'autres figures qui lui permettent de l'appréhender. Ce qui veut dire qu'il appréhende Roussel à partir de la lecture d'autres auteurs, eux-mêmes lecteurs de Roussel. Donc on a Rob Grillet, Duchamp, Lautréamont, Hacker, Sixou, Derrida, et diverses versions, je cite, de lui-même, écrivant sur toute la palette du spectre médiatique. Fin de citation. Or, comme dans l'exercice de la dictée, il y a suspendre la référence et désinvestissement de l'énonciateur, dès lors que l'on recourt à la traduction automatique qui, dans l'idéal, postule l'équivalence des langues entre elles, comme si les deux langues étaient dans un rapport parfaitement symétrique, ce que dénonce l'émergence du non-sens. Ce que Marc America définit comme plagiat ludique, en anglais plagiarism, mais écrit P-L-A-Y, réintroduit du jeu dans la répétition machinique, interrompt le processus de reproduction en ajoutant des éléments non programmés dans le texte ainsi produit. En d'autres termes, Marc America déjoue le calcul machinal par excès, miroir inversé de la démarche de Cha, qui s'efface du texte pour sa part. La question centrale restant celle de la caisse vide ou de l'entre-deux qui ne signifie rien d'autre que la possibilité d'une mise en relation à partir de laquelle pourra s'élaborer une subjectivité composite et indéterminée. Naoki Sakai analyse l'instabilité de la subjectivité traduisante comme une oscillation ou une indétermination de la personnalité dans la traduction. Or, c'est une métaphore qu'on retrouve sous la plume de Marc America, qui prétend incarner une version oscillante de tous les écrivains qui le traversent à partir de sa pratique d'écriture-lecture. Marc America cherche, je cite, à habiter de façon remixologique l'esprit de l'esthétique procédurale propre à Roussel, fin de citation, produisant ce qu'il appelle une œuvre, je cite, pseudo-autobiographique, c'est-à-dire le rendu toujours déjà fictionnel de données de l'expérience échantillonnées à partir de la pratique de la vie quotidienne. Fin de citation, ou comment les données autobiographiques deviennent le matériau d'une fiction. Or, cette fiction s'élabore à partir d'un ready-made transformé en objet remixologique, c'est-à-dire le locus solus de Raymond Roussel. Marc America revendique en effet le réinvestissement hyper-subjectif d'un texte issu d'un programme régi par une, je cite, indétermination indéterminée. Non, déterminée, pardon, c'était determined indeterminacy. En d'autres termes, du pseudo-aléatoire. Les procédures aléatoires, inspirées de John Cage, servissent sinon pas à échapper au jugement esthétique, mais à révéler, je cite, la manière dont sa composition veut elle-même être manipulée par lui. Il s'agit de mettre au jour, je cite encore, des coïncidences inattendues, des corrélations et des espaces atemporels destinés à une post-production co-créative. Fin de citation. C'est donc bien à partir des ratés de la machine à traduire qu'émerge une subjectivité propre, permettant à Marc America d'entrer pour ainsi dire en contact avec Roussel
ou tout du moins avec sa logique algorithmique, dans ce qu'il désigne comme une séance d'écriture spirit, en anglais a séance writing, rappelant incidemment la machine spectrale évoquée par Derrida. Tout texte est un dispositif machinique, coupé de l'événement présent qu'il a produit, comme de la main du scripteur, dont il diffère indéfiniment, mais toujours voué à son itération à venir. Ou pour citer Marc America, voilà, c'est l'idée d'un texte foisonnant, une réalisation de longue durée qui engendre rapidement du texte à partir du texte à partir du texte ad infinitum. La démarche de Marc America est analogue à celle de Roussel, au sens où il convient de résoudre l'équation produite par le programme de traduction, fondée sur une approche probabiliste asémantique. Roussel opère en effet une forme de traduction intralinguistique fondée sur un système de règles. Le texte source n'est qu'une série de signifiants vides, analogue en cela à une suite de variables contrôlées par un programme invisible. Or, Marc America tente de démultiplier les effets machiniques du texte source, à savoir le locus solus de Raymond Roussel, en détournant les outils de traduction automatique trouvés sur le web pour réinventer le procédé roussélien à partir de technologies contemporaines. Le raté de la machine, c'est aussi l'écart produit par les métagrammes rousséliens, qu'il convient ensuite de combler par un récit cohérent. On avait une logique commune aux deux démarches. Et le processus d'auto-traduction de Marc America génère un nouveau potentiel pour les bifurcations narratives typiques du procédé programmatique de Roussel. Alors, exemple maintes fois cité, la composition du récit d'Impression d'Afrique revient à combler l'écart qui sépare billard de pillard en ajoutant des mots à double sens afin d'obtenir deux phrases quasi identiques, à l'exception de la conversion métagrammatique. Et ces deux phrases serviront de cadre au récit. Donc le récit s'ouvre sur les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard formaient un incompréhensible assemblage et se termine sur les lettres du blanc sur les bandes du vieux pillard. Dans les deux cas, il s'agit de réintroduire du déterminisme dans la contingence, mais aussi d'apparier l'inappariable, ce qui n'est pas sans rappeler l'incommensurabilité des langues les unes par rapport aux autres, à laquelle se heurte tout travail de traduction. D'où les inventions des machines à traduire de Marc America, qui produisent à leur tour de nouveaux écarts, creusant la langue pour que vienne s'y déployer l'imaginaire de l'auteur. La traduction de Marc America, tout comme le texte de Roussel, met en évidence une tension intenable entre calcul et hasard, la singularité de l'événement poétique et la répétition machinique qui travaille le cœur de la langue. La version de Marc America se trouve prise dans un ensemble de boucles récursives dans lesquelles le texte source se trouve transformé par des outils de traduction automatique qui procèdent par une succession d'appariements et de corrections selon une logique probabiliste. Ce processus, dont la vitesse et le volume dépassent le champ de l'expérience humaine, génère des éléments d'autant plus imprévisibles que les modèles ne cessent de varier. Ces éléments suivent une logique non humaine, tout en restant fidèles aux algorithmes rousséliens. Les deux séries parallèles qui génèrent le texte Roussel sont mues par un décalage intrinsèque, un perpétuel déplacement de l'une par rapport à l'autre, qui empêche toute coïncidence de l'une avec l'autre, et ménage toujours un excédent, sans qu'elles puissent pour autant exister l'une sans l'autre. La traduction de Marc America entre dans un rapport similaire par rapport au texte de Roussel, ce qui permet l'élaboration d'un rapport, d'une relation intersubjective sur le mode de la hantise et du plagiat par anticipation. À un niveau plus radical, c'est aussi grâce à cette variation que le langage n'épuise jamais son objet et peut toujours en désigner un autre à l'infini selon le paradoxe de Frege. Or, l'espacement, le décalage, voire le raté, permettent l'émergence d'un lyrisme lié à l'interruption du cycle machinique, interruption qui ouvre sur de nouveaux branchements en espaçant le texte, c'est-à-dire sur l'autre en tant qu'il est autre, insaisissable, hors sens. À nous d'investir l'espace laissé vide pour faire signifier le texte comme si c'était le nôtre, car au bout du compte, le sujet nomade manque toujours à sa place et ne fait pas sens, comme en témoigne l'œuvre de Tcha. Loin de s'évanouir pour autant, c'est en s'excédant lui-même par des moyens machiniques que le sujet peut laisser s'exprimer une forme de lyrisme en creux, lyrisme de la case vide, pour ainsi dire. Et je vous remercie.